Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue en salle de trading. Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi dans un Wall Street Insider remodelé, en tout cas pour sa partie visuelle, puisque vous allez retrouver aujourd'hui comme d'habitude le tour d'horizon des graphiques intraday en données 4 heures. Alors bienvenue, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via produit CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Vous devez être conscient des risques associés au marché d'échange et aux produits CFD, mais j'imagine que vous en avez conscience. Alors, bienvenue. Tout d'abord, je souhaite donc vous transmettre un message. C'est quelque chose donc qu'on vous a déjà expliqué ce matin. Je vous ai posté dans la file commentaires en date d'aujourd'hui et à l'heure de 15h12 une explication, un document en fait au sujet des demandes d'audit concernant les trades en CHF. Je vous invite à lire très attentivement ce message. Faisons tout notre possible pour que toutes ces opérations soient traitées le plus rapidement possible. Vous imaginez bien que les demandes sont multiples. Nous sommes en train de plancher dessus à fond. Comprenons les désagréments, nous faisons notre possible. Alors ce message en l'état vous explique que si vous avez été négativement impacté, et que vous souhaitiez que votre trade soit examiné, vous devez nous soumettre une demande d'audit sur le site fxm.fr avec comme objet CHF Crosses Spike Price Freeze. Vous avez tout indiqué en donnant un certain nombre d'explications et nous vous avons aussi précisé le lien ici pour remplir un formulaire d'audit. Vous pouvez donc constater que les demandes seront traitées avec le plus grand sérieux. Nous vous invitons à compter sur nous, sachant que nous sommes tous aujourd'hui face à cet événement de marché, un événement monétaire que bien sûr nous subissons tous ensemble. Alors bienvenue dans cette nouvelle formule visuelle du Wall Street Insider. Vous pouvez donc constater que cette fois-ci les graphiques sont dans un cadre qui met en avant un certain nombre d'informations, notamment donc ici en haut à gauche de quoi donc me suivre sur Twitter. Cependant, je vais donc vous proposer comme d'habitude ce tour d'horizon des graphiques en données 4 heures. Alors clairement, quels sont les enseignements du jour? Beaucoup de volatilité, et ça nous le savions depuis le début de la semaine, les mouvements étaient particulièrement erratiques, la suppression donc surprise de ce seuil de la Banque nationale suisse. Avec quel objectif? Notre analyste Adrian est en train de vous rédiger sur notre site internet DailyFX une première vue de marché sur finalement ce qui a amené la Banque nationale à faire ça. Et l'idée c'est quoi? C'est que tout cet argent qu'elle utilisait, et puis ce stock d'euros qu'elle a dans son bilan, d'une part elle va devoir utiliser ce stock d'euros. Pourquoi? C'est justement quelque chose qu'on vous prépare et vous avez probablement noté aujourd'hui les nouveaux sommets historiques d'un certain nombre de contrats de taux souverains. Alors, est-ce que la BNS, en accord avec la BCE, va se lancer dans un vaste programme d'achat de titres d'État? Vous le savez, c'est la spéculation, en tout cas, c'est un phénomène sur lequel le marché se concentre depuis le début de la semaine, depuis le début de l'année même. La réponse probablement la semaine prochaine, le 22 janvier, avec la prochaine décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. En mettant de côté le franc et cette envolée aujourd'hui du franc et cette chute du prix des actions suisses à la bourse de Zurich, les grandes tendances restent en place sur le marché d'échange, avec notamment une paire euro-dollar qui est en train d'enfoncer le cours d'introduction de janvier 1999. 1,1680 $. C'était mon objectif de cours depuis le 4 janvier, depuis la cassure des 1,20. J'avais indiqué dans un article objectif 1,1680. Nous y sommes et cependant le marché pourrait clairement aller plus bas. Alors il y a un certain nombre de choses qui laissent penser que clairement l'euro-dollar ira plus bas cette année, plutôt des vues intermarchés. Si vous observez aujourd'hui le comportement de l'indice CAC 40, et je vais donc commencer par l'indice CAC 40, nous avons eu aujourd'hui, ce matin, un trou d'air qui a été immédiatement acheté sur les actions européennes. Quelles sont les actions qui sont achetées? Vous le savez, les fameuses valeurs dollars. Alors, ce sont des signaux qui ont été donnés dès le début de la semaine, notamment les nouveaux sommets historiques du titre L'Oréal ou encore du titre Valeo. Le fait d'inscrire de nouveaux sommets historiques en analyse technique constitue en l'état un signal d'achat. Alors, je vois déjà un certain nombre de questions dans le chat. Je vais répondre à vos questions et puis aller vers les actifs qui vous intéressent naturellement. Je vous propose tout d'abord mon tour d'horizon des graphiques en données 4 heures. Pourquoi le CAC 40 se retrouve
en milieu de session, en fin de session européenne et en début de session américaine bien orienté, parce qu'il est soutenu par ces fameuses valeurs dollars, mais finalement par l'ensemble de la cote, le secteur financier, et quel est le dernier renfort? Le secteur pétrole et gaz. Vous notez en effet que Total prend la tête du CAC 40, de même que Technip, qui ne représente pas grand-chose. Mais en tout cas, cela laisse présager, et c'est ce qui se passe, une phase de rebond technique de court terme de l'énergie. Vous devez bien avoir conscience qu'il s'agit que d'un rebond technique de très court terme, et donc à partir d'une base légitime, puisque le baril de pétrole US est rentré dans cet intervalle où il s'était stabilisé en 2009 entre 36 et 50 $. Mais voilà, ce n'est qu'un rebond technique et j'ai quand même clairement le sentiment que nous irons beaucoup plus bas au premier semestre. Mais en tout cas, nous sommes dans une phase de reprise et au final, une conjonction de secteurs soutiennent les marchés actions européens et donc notre indice CAC 40. Alors, que penser de notre indice CAC 40 ici en données 4 heures? Je vous ai hier proposé une vue de marché, et d'ailleurs c'est plus ou moins la même vue que j'ai depuis la semaine dernière, rappelant que ce marché évoluait au sein d'une inclusion de triangles chartistes, et dans l'article que je vous ai proposé ce matin sur le site, j'ai écrit, noir sur blanc, que je restais acheteur tant que le marché tenait 4115-4140 points. Alors, la volatilité réalisée ce matin a fait que le marché parisien est revenu justement chercher cette zone des 4115-4140, soutenu par la partie basse de ce qui est en réalité un triangle symétrique au sein d'une figure beaucoup plus large qui elle aussi a la forme d'une pattern symétrique. Et donc nous en sommes finalement toujours au même point, à savoir, comme je vous l'avais expliqué, qu'il est nécessaire d'enregistrer une clôture journalière au-dessus des 4280 pour envisager une poursuite de la hausse en direction des 4321, 4342 et des 4400 points. Alors, face, je dirais, à l'ératisme depuis le début de la semaine, ératisme que vous constatez ici sur ces chandeliers 4 heures, l'enjeu c'est que tout à l'heure, à 17h35, le marché parvienne à clôturer au niveau actuel des cours. Et autant vous dire que demain, nous serons à 4342 et que le marché tendra vers les 4400 points. Cette semaine, lorsque j'étudie la structure du CAC, on a plutôt des actions qui donnent des signaux plus forts, des signaux forts, notamment les titres cycliques. Finalement, le seul bémol, c'est le titre ArcelorMittal, mais clairement, il ne pèse pas grand-chose dans l'indice CAC 40. Ce n'est pas parce que ce titre a donné un signal de vente qu'il faut remettre en cause les perspectives d'évolution de ce marché. Alors, le CAC 40 est donc de manière très volatile revenu sur support ce matin. Le revoici à nouveau au contact des récents tops. Donc là, au moment où je vous parle, nous sommes plutôt sous résistance. Ai-je pourtant envie d'adopter une stratégie de vente sur le CAC 40? Ma réponse est non. Hors de question, même sous résistance. Peut-être qu'on rejettera, on va peut-être revenir faire un tour à 4200 points, mais en ce qui me concerne, dès lors que ce marché se positionne sur un niveau de support, il m'intéressera à l'achat. Voilà donc en ce qui concerne l'indice CAC 40. Maintenant, le DAX, c'est rigoureusement la même construction chartiste que l'indice CAC 40, à savoir le fait que ce marché est revenu sur une zone de support que j'estimais être le dernier rempart des stratégies d'achat, à savoir l'intervalle compris entre 9500 points et 9550 points. Le marché est venu ce matin faire une incursion, a bien réagi, le revoici qui part de l'avant. Le DAX est en train de s'attaquer très sérieusement aux 9950 points. Et d'ailleurs, en l'état, j'ai bien l'impression que cette fois-ci, nous pourrions avoir aujourd'hui enfin le signal d'une cassure haussière pour viser les 10 100 points. Les 10 100 points qui sont, je vous rappelle, le sommet historique sur le DAX. Faut-il, au moment où je vous parle, adopter une stratégie d'achat? Je vous rappelle que dans une stratégie d'achat, nous n'intervenons que sur support. Et au moment où je vous parle, le DAX teste justement donc ce niveau de résistance qu'on peut déjà finalement diminuer en termes d'importance chartiste, puisque le marché tente de s'en affranchir. Et admettons que sur la base de ce chandelier 4 heures, ici, j'ai quand même le sentiment qu'au fond le signal a été donné et que cette fois-ci nous devrions nous diriger en direction des 10 000 et des 10 094 points. En tout cas, en dépit de la chute du prix des actions suisses, pourquoi le marché actions suisse se voit pénalisé? Tout simplement parce que un certain nombre de composantes de l'indice SMI sont extrêmement sensibles à l'appréciation du franc. Et un certain nombre de poids lourds qui appartiennent notamment au secteur pharmaceutique, sont clairement pénalisés par cette appréciation du franc suisse. Et lorsque ces actions qui composent un indice sont pénalisées, l'indice qui n'est que la moyenne arithmétique de ces actions, est pénalisé. Donc,
C'est clairement un phénomène qui concerne exclusivement les actions suisses, et ce n'est pas parce que ce marché chute que vous devez craindre un comportement similaire sur le CAC et sur le DAX. Je reste bullish sur les marchés actions européens en dehors des actions suisses, et je pense que nous pourrions avoir aujourd'hui, nous verrons tout à l'heure, mais en clôture journalière, clairement un joli signal pour viser notamment sur le DAX les récents sommets historiques donc, qui se situent à 10 094 points. Alors d'ailleurs, si vous avez visité notre site, je vous ai proposé ce matin une stratégie d'achat sur l'indice Nasdaq 100. Alors il s'agit d'un graphique en données hebdomadaires et en données journalières que je vous ai proposé, mais je vous invite, et je vous en ai parlé hier, à surveiller cette configuration que j'estime assez attractive sur le marché. J'ai commencé mon tour d'horizon par les graphiques des indices, vous l'avez constaté. Bon, voilà comment moi je lis l'indice Nasdaq 100. Je vous rappelle aussi que nous sommes en pleine période de publication des résultats trimestriels aux États-Unis, et donc il faut forcément surveiller les poids lourds du compartiment technologique. Mais bon, au-delà de ça, ce que j'invite à vous faire réaliser, c'est que tous ces indices que vous avez sous les yeux n'existent que parce qu'ils sont composés d'actions. D'où l'intérêt de connaître l'évolution des actions qui composent ces indices. Ce n'est pas le contraire, ce ne sont pas les variations des indices qui font le cours des actions. Qu'on soit bien clair là-dessus. Ça, j'imagine que vous maîtrisez. Jambe de hausse, phase de transition latérale. Partie basse de la phase de transition latérale consiste en ce support ici à 4080 points. Ma stratégie est donc de chercher à se positionner à proximité de la partie basse. Pour optimiser le money management, il faut bien sûr se positionner le plus possible à proximité de la partie basse de cette figure de transition latérale. Et voilà, le marché ce matin, grâce façon de parler, à la vol sur les marchés actions européens, nous avons eu sur les contrats à terme US une légère mèche basse, extrêmement maîtrisée, qui permettait, je pense, d'adopter une position à l'achat sur l'indice Nasdaq 100, sur ce support-là, pour viser la partie haute de la figure, et probablement à terme au-delà. Alors d'ailleurs, sur l'indice S&P 500, hier, dans cette même émission, je vous ai invité à adopter une stratégie d'achat sur le support à 1990 points. Le marché a testé en faisant une mèche à 1987 points. Donc, c'est plutôt sympathique. Admettons qu'on a une réaction qui a été d'une trentaine de points. Tant que le SP500 se maintient au-dessus des 1990 points, j'ai un biais positif. Mais il est vrai que au sein des marchés actions américains, j'ai actuellement une préférence pour le marché actions représenté par le Nasdaq 100. C'est en tout cas un des indices qui m'intéresse le plus, mais le S&P 500, je le trouve toujours aussi attractif au-dessus du support à 1990 points. Vous l'avez donc compris, les marchés actions européens aujourd'hui tentent, mais la clôture journalière sera très importante, de s'affranchir enfin d'un certain nombre de résistances, qui sont les 4280 du CAC 40 et les 9950 du DAX. Il y a eu cette semaine plusieurs possibilités pour se positionner sur support, notamment ce matin. Bon, admettons que c'était délicat dans le cadre de cette forte volatilité ce matin sur les marchés actions européens. Mais au final, on est quand même globalement étanche à ce qui se passe sur le marché actions suisse. Alors voilà donc où nous en sommes sur ces marchés actions. Si vous avez des questions sur d'autres indices, n'hésitez pas à laisser traîner vos questions, j'y répondrai. Maintenant nous allons passer sur le tour d'horizon des graphiques en données 4 heures des matières premières, et ensuite nous terminerons donc par le marché d'échange. Alors les matières premières, qu'y a-t-il d'intéressant? Forcément l'énergie et les métaux précieux. Les métaux précieux, nous vous avons invité, et notamment à travers des articles de notre analyste Adrian Raymond depuis lundi, à adopter des stratégies d'achat. Vous aviez encore hier la possibilité de vous positionner lorsque les cours ont fait un pullback. Des objectifs ont été atteints, nous allons actualiser tout ça. Je me suis permis hier en fin de journée de vous proposer une stratégie de trading que je tiens à requalifier dans sa portée. Il s'agit uniquement de très court terme, mais réellement de très court terme. L'idée c'était quoi hier? C'était d'envisager que la cassure de ce niveau sur le gaz permettait d'envisager enfin une reprise technique. Alors il s'avère que le marché a confirmé sur ce champ de l'IH4 et qu'au fond désormais il se trouve que ce niveau horizontal ici à 3,23 semble faire office de support. J'ai presque envie de dire que si vous avez pu vous positionner dans l'accélération, il convient soit de sécuriser, soit de désormais remonter les stops, pas forcément sous ce niveau des 3,23, mais je pense que de toute façon
le marché décide de faire un flat, je n'aimerais pas le voir rebasculer ici sous les 3,18. Donc voilà où nous en sommes. Et tant que ce marché tient les 3,18, les 3,23, pourquoi pas envisager une reprise ici en direction des 3,50. Et après, j'estime que ce mouvement sera terminé. Il faut probablement être prudent ici, puisque sur la base de données 4 heures, nous avons l'amorce de quelque chose ici qui est plutôt négatif sur le momentum. Donc c'est pourquoi, si vous y êtes, je vous invite clairement à remonter les stops sous les 3,23. Car si le marché fait un flat au-dessus de ce niveau, ça doit tenir avant de relancer. Le briser, ce niveau, cela signifierait que cette jambe de reprise serait en fait tout simplement déjà terminée. En tout cas, le secteur pétrole et gaz, dans sa partie action, soutient aujourd'hui les indices boursiers. Il n'en faut pas grand-chose, il faut simplement finalement voir un prix se stabiliser. Alors c'est ce que nous avons depuis hier sur les cours du pétrole. Je tiens là aussi à remettre dans leur portée ces mouvements-là. Il s'agit de mouvements de très court terme. Il s'agit je souhaiterais en fait vous montrer un graphique en données hebdomadaires de très long terme du pétrole. Laissez-moi simplement aller le chercher, je vous le montre juste pour que vous puissiez bien réaliser que ce n'est pas terminé et qu'il est très probable que ce marché aille chercher beaucoup plus bas lors des prochains mois. Et ensuite, je vous proposerai la vue de marché 4 heures qui est une vue là de reprise depuis hier. Alors quel en est le potentiel, quels en sont les niveaux importants, c'est ce que je vais vous proposer. Mais tout d'abord, il y avait un graphique que je tenais à vous montrer, voilà, c'est celui-ci. Alors je vous l'ai proposé hier via le compte Twitter ou encore sur le forum. L'idée c'est quoi? C'est de s'interroger sur ce que j'appelle des bases. Ce que j'appelle une base en termes chartistes, c'est tout simplement une zone de prix qui est susceptible de modifier la dynamique du marché. L'idée, c'est lorsque j'étudie le graphique historique des cours du pétrole, j'identifie que depuis l'année 2000, il existe deux bases. La première qui se situe entre 17 et 36 dollars. Nous avions eu entre 2000 et 2003 un vaste trading range entre 17 et 36. Et puis ensuite, la partie basse, le point bas du crack de 2008, c'était justement 36 dollars. Et le marché s'était stabilisé. Donc, il existe ici une base de prix. Et la seconde, que j'ai lettrée A, la base numéro A, se trouve entre 36 et 50. Et elle avait servi pendant 4 mois, en 2009, au premier trimestre 2009, à la création d'un creux de marché. Mais face à ce type de mouvement baissier, un creux de marché, ça peut prendre plusieurs mois. Donc il faut bien comprendre ça. Pourquoi je vous montre ce graphique? Tout simplement pour vous expliquer que cette reprise technique / stabilisation, c'est soit une stabilisation, soit une rebond. C'est une stabilisation, mais de très court terme. Elle démarre alors que le marché avait pénétré à peu près 50% de cette base lettrée A, entre 36 et 50 dollars. Voilà, c'est tout. C'est le seul graphique de long terme que je souhaite vous montrer, avec celui, bien sûr, de la paire euro-dollar. Alors ce graphique de long terme de la paire euro-dollar vous permet déjà de constater la dynamique baissière, la succession de signaux de vente, le dernier signal de vente en date étant la cassure des 1,22 dollars, et puis l'ouverture d'un trou de cotation baissier le 4 janvier entre 1,1976 dollars et 1,20 dollars. Maintenant, où en sommes-nous sur les cours de l'euro-dollar? Je vous invite à surveiller 3 prix. Tout d'abord, le prix de 1,1747 dollars. 1,1747 dollars correspond à la première transaction du mois de janvier 1999. 1,1680 correspond au cours d'introduction. Vous savez, c'est comme dans une introduction en bourse, il y a un cours d'introduction théorique, et ensuite il va y avoir un fixing, et la première transaction sera souvent très différente du cours d'introduction. 1,1747, ça a été pulvérisé, il n'y a pas photo. Donc on le supprime, c'est terminé. 1,1680, c'est le cours d'introduction de janvier 99. Est-ce que vous avez l'impression d'observer un violent retournement de tendance? Clairement, non. Donc, là aussi, c'est terminé. Reste 1,1640 dollars, le plus bas de l'année 2005. Ce matin, le taux de change de l'euro face au dollar a dû s'approcher des 1,1550. À ce moment-là, il était sur un plus bas de 12 années, puisque l'euro-dollar revisite ses niveaux de l'automne 2003. 1,1640 dollars, le plus bas de l'année 2005. C'est un niveau de portée hebdomadaire. La clôture hebdomadaire, c'est demain. Clairement, une cassure de ce niveau des 1,1640 en s'appuyant ici sur ces graphiques de long terme ouvre la voie à quoi? Eh bien 1,1385, 1,11, 1,10, bref, ce sont des objectifs pour nous de l'année 2015.
Allons-nous avant cela assister à une reprise technique ou à une phase de transition latérale? Eh bien, pour le moment, nous n'avons pas la réponse, mais admettons que les fondamentaux ne plaident pas en faveur, et nous avons encore eu la preuve ce matin, avec donc cette disparition du seuil des 1,20 que défendait avant la Banque nationale suisse. Voilà donc où on est l'euro-dollar, c'est terminé pour les graphiques de long terme, je reviens sur les graphiques intraday H4, je termine le tour d'horizon sur les matières premières, et ensuite on se focalisera uniquement sur les paires de devises en données 4 heures, avec notamment de la volatilité la nuit dernière sur le dollar australien. Vous avez un article sur le site qui vous invitait à vous positionner sur le cross AUD-USD, et beaucoup de volatilité aussi sur l'AUD-NZD qui a atteint un objectif, qui retombe. S'agit-il encore d'une bonne opportunité? Je vais tenter d'y répondre, sachant que la UD-NZD, vous savez, n'est que le comportement relatif de la UD-USD, du NZD-USD. Donc c'est pour ça que les mouvements sont un peu plus compliqués. Alors maintenant, on va revenir justement sur ces cours du pétrole en données 4 heures. Que se passe-t-il? Le marché a construit un support sur 44,19 $. Le vrai signal, je dirais, a été donné hier, lorsque un niveau intermédiaire a été brisé ici à 47,19. C'était ce niveau-là. Et dans l'esprit, il y avait une forme de contradiction positive, de momentum. Le marché tente désormais de s'attaquer à un autre niveau qui trouve ici à 49,66. Alors, c'est la clé. Je pense que maintenant, clairement, si le marché repasse sous les 47,14, eh bien, c'est que c'est déjà terminé. Donc, j'insiste sur la nature très court terme de cette phase de stabilisation reprise. Par contre, quel serait un signal favorable? Eh bien, ce serait de voir ce marché s'affranchir des 49,66 et dans ces cas-là, potentiellement tendre vers 54, mais j'ai envie de dire au grand maximum, au grand maximum. Sur le Brent, on est plus ou moins dans des configurations similaires, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de prix dont les cours se sont affranchis, c'est ce niveau-là, les 49,64. Et en fait, le Brent rejoint déjà une résistance qui se trouve ici à 51,86. Donc ça va en fait très vite depuis hier. On a repris 6 à 7 $. Et finalement, on se retrouve directement ici sous cette résistance. Alors, on voit que ça reste compliqué. Pour que le marché, je dirais, se reprenne davantage et disons, revienne chercher, on peut envisager 55 $ ici, il faut désormais impérativement tenir ici ce niveau des 49,64 sur les cours du Brent. Donc au final, si je devais comparer les bougies japonaises 4 heures de l'énergie, donc dans l'énergie, je mets les actifs qu'on vous propose, le gaz naturel, le Brent, le WTI, j'aurais tendance à privilégier les cours du gaz naturel parce qu'on a eu quand même une pattern chartiste qui a pris du temps à se construire, et je garderai maintenant un biais, je dirais, positif tant qu'on se maintient au-dessus de 3,18, 3,23. Quant au cours du WTI, il faut préserver les 47,14 pour envisager davantage de reprises techniques, et il faut préserver ici les 49,64 pour envisager davantage de reprises techniques de très court terme. Et au passage, on voit que le CAC 40 bute à nouveau sur les résistances que l'on teste depuis le début de la semaine. C'est quoi le CAC? C'est un range. Ça tape 4000, ça tape le bas de la figure, ça paye, ça tape la partie haute, ça vend. Voilà, ce sont des oscillations de plus en plus courtes qui se prennent toutes à contre-pied. Elles se neutralisent toutes. Alors à l'époque, ça durait plus longtemps. Ici, on avait une belle phase tendancielle neutralisée par une reprise. Belle phase tendancielle baissière en octobre, tout le monde annonçait le crack, ça réexplose à la hausse. Je me rappelle la première quinzaine de décembre, le marché commence à chuter et là les gens, la communauté des investisseurs annoncent 3500 points, oubliant ce phénomène d'inertie haussière de fin d'année qui est venu complètement prendre à contre-pied les vendeurs tardifs sous les 4000 points. Nouveau choc ici début janvier immédiatement neutralisé, et alors là depuis le début de la semaine, voilà, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Donc il n'y a pas de tendance, il n'y a pas de phase directionnelle sur ces marchés. Par contre, il n'y a que des niveaux où intervenir. Et en ce qui me concerne, certes, je reconnais l'impact des résistances, mais je préfère me concentrer sur les niveaux de support de l'indice CAC 40. Les métaux précieux, qu'en est-il? Et le marché des taux, le Bund. Alors le Bund, je vous ai proposé des extensions de Fibonacci, je n'ai malheureusement pas le choix puisque ce marché évolue sur ses sommets historiques. Je pense et nous pensons que les contrats de taux souverains sont probablement les actifs qui vont bénéficier clairement directement
du futur programme d'achat de titres d'État de la Banque Centrale Européenne. Pourquoi? Parce que la BCE va en acheter directement, la BCE va acheter directement du Bund, va acheter directement de l'OAT, etc. Regardez l'évolution des rendements obligataires de la Suisse. Aujourd'hui, jusqu'à la maturité 10 ans, on est sous zéro. Le Bund, il est encore à 0,40. Mais on peut parfaitement envisager un Bund qui soit bientôt avec un rendement de 0. Ça veut dire que le prix, là, il va monter à 200. Il est à 157. Tant que la dynamique haussière est valide, je continue donc de privilégier l'appréciation du prix du Bund, qui est donc le contrat obligataire d'État allemand à 10 ans. Alors, la dernière fois que je me suis exprimé sur le sujet, c'était lors des 2 derniers jours, lorsque le marché a construit son support à 156, en fixant 2 objectifs de cours que j'ai ici déterminés en utilisant les extensions de Fibonacci. Je vous ai montré hier comment le faire. Vous avez ici cet outil, ajouter expansion de Fibonacci, donnant 2 objectifs. La première à 157,50. Le marché est actuellement en train de taper les 157,50. Où se situe maintenant le nouveau support, disons sur les 157. Bon, je continue d'accompagner le mouvement. Tant qu'on se tient ici au-dessus de cette ligne de tendance haussière, ça ne diverge pas. Si on franchit ici les 157,50, je vise désormais 158,40. 158,40 me semble clairement être atteignable d'ici jeudi prochain, puisque d'ici jeudi prochain, le marché va de plus en plus se focaliser sur l'engagement par la Banque Centrale Européenne d'un programme d'achat d'actifs. Et donc, qui dit programme d'achat d'actifs, dit programme d'achat de titres d'obligations du trésor des pays de la zone euro. Et imaginons que cette Banque Centrale Européenne décide de répartir ses achats d'actifs en fonction des pays. Certains évoquent la possibilité de voir ces sommes d'argent se répartir en fonction du poids économique de chaque pays. L'Allemagne étant la première économie de la zone euro, clairement le contrat Bund fera partie de ces achats de titres en direct par la Banque Centrale Européenne. Voilà pourquoi vous devez considérer le prix des obligations d'État comme un des marchés qui réagira le plus positivement, et c'est déjà le cas, regardez l'impact des spéculations, à l'engagement par la Banque Centrale Européenne d'un programme d'achat d'actifs. Alors, je vous ai évoqué le cas de figure des indices boursiers avec une stratégie notamment sur l'indice Nasdaq 100. Les matières premières, je pense en avoir fait le tour, si ce n'est qu'il faut évoquer le cas des métaux précieux. J'estimais hier que l'once d'or réalisait un simple pullback sur... Alors, ça dépend des lectures chartistes. Certains évoquent une structure en épaule, tête-épaule inversée, d'autres la résolution haussière d'une structure en triangle symétrique. Dans tous les cas de figure, la ligne de coup était exactement la même. Il s'agissait ici de cette oblique de tendance baissière. Les cours en sont sortis par le haut, ont réalisé ce qu'on appelle en analyse technique un simple pullback, c'est-à-dire que on en sort par le haut, on se pose ici à plat et on prend une impulsion. Et donc j'ai toujours défendu le fait qu'au-dessus des 1222 $ l'once d'or, ce marché pouvait connaître une nouvelle impulsion haussière. On atteint les objectifs. Un premier objectif vient d'être atteint à 1255, mais ce n'est probablement pas terminé. Je pense que nous pouvons viser sur le court terme 1270 $, un niveau horizontal et surtout, regardez, cette ligne de tendance baissière. Donc, désormais, nous rehaussons notre objectif de cours sur le court terme à 1270 $ pour une once d'or. L'argent, c'est plus ou moins le même topo, même si je trouvais, il est vrai, l'argent moins sympathique. Il est probablement aujourd'hui en train de donner son signal, c'est-à-dire que l'once d'or a déjà lui franchi la ligne de coup et en fait avait simplement réalisé un pullback. Et c'est possible en fait que l'argent aujourd'hui soit en train de suivre, puisque voilà donc où se situe cette ligne de coup. Donc clairement, si l'argent parvient, je dirais maintenant à s'extraire un peu de ces 17,15, la cible c'est 17,80. Peut-on envisager l'argent à 17,80 $? Je pense que c'est tout à fait dans l'ordre, c'est quelque chose qu'on peut défendre en utilisant l'analyse technique, de revoir donc l'argent à 17,80. Vous avez dans la section matières premières un article sur une stratégie de trading de cassure à mettre en place sur l'argent métal. Alors, maintenant, les métaux industriels, c'est quelque chose qui avait déjà été évoqué. Eux aussi rentrent dans un rebond technique. Et puis vous avez donc constaté que le palladium fait sa propre vie puisqu'il est probablement à mi-chemin entre le statut du métal précieux et le statut du métal industriel. Maintenant, tour d'horizon des paires de devises.
En commençant forcément par l'euro-dollar en données 4 heures. Alors, bon, l'euro-dollar, je vous ai présenté tout à l'heure un graphique de long terme qui vous rappelle qu'en réalité, aujourd'hui, nous sommes probablement en train de donner un nouveau signal de vente en brisant le cours d'introduction de janvier 1999 qui se situait à 1,1680 $. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, le signal, c'était la cassure des 1,1750. Sur la base d'une clôture en données 4 heures, la cassure des 1,1750 a eu lieu ce matin, lorsqu'on a fait une mèche basse à 1,15 et quelques. On est en train de casser les 1,1680 là, donc bah écoutez, voilà, le marché nous a donné plus ou moins un repère ce matin ici avec ces 1,1565. Mais là maintenant vous êtes obligé de revenir 12 ans en arrière et d'aller chercher les niveaux horizontaux du mois de l'automne 2003. Donc il suffit de revenir dans le passé, vous vous focalisez sur les chandeliers japonais de l'automne 2003, et puis vous tracez vos niveaux horizontaux. Et ça vous donnera des objectifs de cours. Et donc, nous avons bien sûr ici, c'est un 15,68, alors c'est le niveau de ce matin qui passe ici. Mais en fait, je pense que nous engageons des cibles. Il y avait un niveau horizontal qui me paraissait assez fort aux alentours des 1,1380 $. Donc voilà, pour le moment, tant que ça se confirme, eh bien, ce sont des niveaux que je vise. Et probablement que ce cours d'introduction de janvier 99 prendra bientôt le statut de résistance. Bon, le FX n'a pas clôturé aujourd'hui, mais en l'état, c'est actuellement ce qui se passe. Donc, la tendance est votre ami, et c'est probablement un des enseignements majeurs de cette journée. La UD-USD est une stratégie que nous vous avons proposée depuis le début de la semaine. Je vous ai rappelé hier que les 0,8050, pour arrondir, avait la dimension d'un support horizontal de très long terme, puisque c'est un niveau horizontal que l'on retrouve sur des graphiques de long terme, et notamment l'horizon de temps mensuel. Un premier objectif a été atteint ce matin, 0,8289, avec cette mèche ici. C'est vrai que nous sommes soutenus par des divs haussières daily. Vous avez sur notre site un article. On a atteint un objectif, voilà. Pour l'instant, ça reste de toute façon bien orienté. Mais voilà, on a atteint un objectif. Là maintenant, on respire. Les stratégies de trading sur la UD, c'était clairement lors des dernières 48 heures. Maintenant, voilà, le trade s'est plutôt bien passé. Lorsque vous basculez sur un horizon de temps supérieur, vous constatez qu'on vient quand même taper cette ancienne ligne de résistance ici. Donc c'est pour ça que je dis objectif atteint 0,8290. Mais au fond, je pense que ce marché, même s'il reste volatile, pourrait s'apprécier davantage. Bon, en tout cas, tant qu'on tient la zone de support mensuel à 0,8050, eh bien, je m'intéresse à des stratégies d'achat sur support, sur la UD USD. Alors maintenant, la UD NZD, forcément, il y a eu beaucoup de volatilité. Doit-on considérer que c'est toujours une bonne opportunité? Écoutez, la UD NZD, son problème, c'est qu'il n'a pas de cotation propre. C'est une paire croisée, mais je m'intéresse toujours, oui, à la UD NZD. Pour moi, le signal a été donné vendredi dernier, avec ce piège sous les 1,0428. C'était la cassure, fausse cassure d'un support mensuel, réintégration, cassure d'une ligne de tendance baissière en place depuis les 1,13. Et en fait, il y a de la volatilité. Pourquoi? Parce que c'est une paire croisée. Mais au fond, je pense qu'on avait encore ce matin la possibilité de se positionner. Donc, je pense que tous les retours sur 1,0460, 70 sont bien, offrent un bon timing pour se positionner. Et désormais, les stops, c'est sous 1,0428. Clairement, il ne faudrait pas que le marché refasse une incursion sous 1,0428. Ce serait terminé. Donc, pour répondre à votre question, puisque je reçois quelques questions via Twitter, mais encore une fois, je rappelle que j'y réponds dans les émissions, et non pas via Twitter, tant qu'on tient cette zone 1,0428, 1,0460, je m'y intéresse pour des stratégies d'achat, et je pense que les 1,0460, 70 sont un bon point d'entrée, toujours ici, sur ce cross, donc AUD, NZD. Alors maintenant, dans les paires majeures, je vais revenir sur l'USD CAD. Il y a de la volatilité sur l'USD CAD et peut-être qu'un point d'achat a été testé. Bon, c'est possible d'ailleurs qu'on ait eu, il y a peut-être en l'esprit une espèce de divergence haussière cachée, et encore je ne suis pas trop sûr. Mais l'USD CAD a connu beaucoup de volatilité parce qu'il y a eu un petit processus de rebond technique du dollar canadien qui est à rapprocher du rebond technique du prix de l'énergie, mais qui là aussi, je vous rappelle, ne concerne que le très court terme.
Alors, lorsque j'utilise ce graphique en données 4 heures, il y a en effet une forme de divergence haussière cachée sur l'USD-CAD en données 4 heures. Et ici, rappelez-vous, ce fort support à 1,1805. L'USD-CAD a bien réagi sur 1,1805. Que faut-il en penser sur un horizon de temps plus long? Doit-on s'attendre à une phase de range entre 1,18 et 1,20 ou peut-on envisager une relance? Regardez la tête du chandelier journalier. Si le FX devait clôturer maintenant, c'est quand même hyper haussier. Et en fait, on a juste fait un pullback sur 1,18. Il n'y a aucune div. L'USD-CAD, c'est bullish. Et comme d'habitude, face à un marché haussier, il faut s'intéresser au niveau de support. Donc ça ne fait pas de doute. Le dollar américain est clairement recherché depuis, je dirais, 8 heures. Dollar US reste la monnaie finalement attractive. D'autre part, en tant qu'indice devise, en utilisant notre indice FXM Dow Jones Dollar Index, on voit en fait que ce marché a simplement fait un pullback sur le support à 11 580, 11 600 points. Le dollar américain garde le dessus. Le dollar américain garde le dessus notamment sur les devises de matières premières, mais aussi sur les devises européenne. Bon, ça c'est ce que vous constatez sur le URUSD, encore l'USD CAD. Par contre, la UDUSD ce matin, il y avait un beau trade acheteur à faire. J'éviterais de shorter la UDUSD. Clairement, il ne faut pas. Ce serait un mauvais choix parmi les paires en dollars. Votre choix doit se porter sur, sans appel, l'eurodoll. Voilà, dès qu'il est sous résistance, de toute façon, depuis le début de la semaine, il y a eu de multiples opportunités d'adopter des stratégies de vente sous résistance sur l'euro-dollar. On peut essayer de les compter, mais il a été sous résistance au moins à 2 reprises. Au moins à 2 reprises. Lorsqu'il est venu ici sous les 1,1862. Ensuite, hier, j'admets, il est venu à 1,1840. Y avait-il réellement une résistance? Il y avait une petite oblique. Toute petite oblique chartiste. Voici ici, en fait, qui joignait ces deux tops ici de marché. Et voilà. Donc, finalement, quelle est la monnaie, je dirais, une des meilleures candidates pour se positionner justement sur des achats de dollars US? C'est clairement l'euro. L'USD Yen, pourquoi l'USD Yen reste particulièrement ici apathique sur le court terme? Parce que vous constatez que le dollar américain est recherché, mais le yen japonais, depuis le début du mois de janvier, est dans un processus de reprise technique. Donc au final, sur le très très court terme, là, si vous constatez que le dollar US attire des acheteurs, mais que le yen, lui, est toujours aussi plutôt recherché, cela vous fait que l'USD yen, là, ne bouge pas. Voilà. Donc, encore une fois, je n'ai rien à proposer sur l'USD yen, et je compte revenir sur les paires en yen dès lors que le yen sera revenu sous résistance. Et pour ça, j'utiliserai notre indice devise. Alors, pour s'exposer directement au dollar US, vous pouvez utiliser notre indice Dow Jones FXM Dollar Index, dont vous avez sous les yeux la cotation de notre CFD. Il y avait en l'état, d'une certaine façon, même si c'est pas en zone de survente, en données 4 heures, une forme de divergence haussière standard. Je ne sais pas si elle est encore vraiment validée, mais ce qui est certain, c'est que si le dollar US franchit cette ligne de tendance, il va repartir vers de nouveaux plus hauts. Donc le dollar US reste clairement une monnaie recherchée. Il y a peut-être déjà dans l'absolu un pré-signal en cours donné ici par le RSI. Bon, de toute façon, j'ai envie de dire que le mot d'ordre n'a pas réellement changé. Dès lors que le dollar est sur support, il faut l'acheter. Ce qui signifie que dès lors que l'euro-dollar est sous résistance, il faut le vendre, ou dès lors que l'USD-CAD est sur support, il faut mettre en place des stratégies d'achat. Alors pour être parfaitement honnête, j'avais hier mentionné l'existence d'un canal H4 sur l'USD-CAD, il a été complètement malmené, et donc forcément acheter la partie basse était une mauvaise stratégie de trading. Par contre, voilà, le support plus solide, majeur, je dirais à 1,18 a tenu, et je pense que le fait d'avoir une bonne tenue des 1,18 sur l'USD-CAD rend tout à fait possible l'inscription de nouveaux plus hauts, ou dans le pire des cas un range 1,18-1,20. Mais clairement la paire USD-CAD est amenée à dépasser les 1,20. C'est son destin, j'ai envie de dire presque d'une certaine façon, et ce, tant qu'elle tiendra le niveau des 1,18.
Alors, bon, les crosses en CHF, permettez-moi de ne pas vous proposer de vue de marché, hein, dans l'attente de la fixation de ces différents phénomènes. EuroGBP semble clairement donner un signal de vente, hein. Voilà, comme dit Adrian, yes. Le signal de vente, il sera probablement confirmé demain en clôture hebdomadaire. Alors on va regarder un chart hebdomadaire où va l'euro GBP. Si nous avons demain soir une cassure effective des 0,7690, et c'est bien parti, honnêtement, l'euro GBP, j'ai bien le sentiment qu'il va revenir à 0,73, hein, 0,72,5 quoi. Ce niveau horizontal ici. En clair, l'euro GBP est en train de donner un signal de vente majeur, ce n'est pas une surprise, et envisager un euro GBP revenir à 0,7250, 0,73, c'est un euro dollar à 1,10, voire même 1,05. Donc, l'analyse technique là donne un message qui est sans appel, qui est celui d'une cassure des 1,1680 sur l'euro dollar, donc d'un signal de vente, et d'une cassure des 0,7690 sur l'euro GBP, donc un signal de vente. Vous avez une stratégie de trading depuis hier dans la section alerte de marché de vente sur l'euro GBP. Les objectifs, vous avez ces niveaux horizontaux, hein, donc il y a 0,7390, 0,72, enfin bref, voilà, il suffit de reprendre les niveaux prix horizontaux. Voilà. Donc un signal de vente validé sur l'euro GBP. Dans les paires majeures, le NZD-USD, pour moi le NZD-USD c'est un range, un vaste trading range. Sur le court terme, c'est un range entre 0,77 et 0,7850. Je n'y ferai rien. C'est-à-dire que voilà, hein, je vous propose ce range en fait depuis un certain temps. Je préfère m'intéresser au niveau de support de l'AUD-USD ou encore à l'AUD-NZD. Voilà, le NZD-USD ne fait pas partie actuellement des stratégies qui m'intéressent. Alors bon, il y a tout un tas d'autres paires de devises, je vais maintenant plutôt répondre à vos questions si vous en avez, et puis je vous rappelle enfin que pour ceux qui nous auront joint en cours, vous avez dans le chat à 15h12, alors il faut remonter tout en haut du chat, mais je vais le reposter tout de suite, un message très important, vous devez prendre connaissance au sujet donc de la procédure alors attendez, je vais l'enregistrer, voilà, remontez ici à 15h12, vous allez le trouver, voilà, je l'ai reposté à 15h17, en fonction, donc au sujet de la procédure d'audit concernant les trades en CHF, nous traitons ça de la manière la plus professionnelle possible, mais ça prend du temps, mais personne ne sera oublié, le processus est très simple, c'est expliqué en un paragraphe, il y a un formulaire à remplir pour que vos demandes soient traitées de manière pro et dans les plus brefs délais. Voilà, je vais maintenant répondre à vos questions. Alors je vois un certain, donc je vais pas poster tous les messages, je vois un certain nombre de messages par rapport donc aux événements de ce matin, à la violence de l'évolution de certains cours et notamment du franc. C'est le risque, bien sûr, bon, vous allez avoir l'impression que je refais un peu le blabla habituel, mais clairement c'est l'avertissement sur les risques finalement qu'on vous présente à l'ouverture de chacune de nos émissions de trading. Et l'idée par rapport à l'épargne que l'on peut gérer, c'est au-delà des règles de money management, c'est la diversification et surtout l'exposition. Et que dit finalement une des règles standards de money management, c'est de ne pas s'exposer à hauteur de plus de 5% de son capital sur une seule position de trading. Bon, ça fait un peu facile de répéter ça, mais finalement c'est ce qu'on appelle chaque jour, c'est toujours compliqué, et finalement même quand on a une conviction hyper forte, qu'on a le sentiment que c'est vraiment le trade facile et aucun trade ne l'est, eh bien il ne faut jamais se surexposer. Et c'est dans la continuité que finalement on a plus de chances d'augmenter son capital, mais en respectant rigoureusement ça. Donc ça a été violent ce matin, les marchés le sont de toute façon souvent. Il y a souvent des chocs de volatilité et on voit que le FX n'est pas épargné. Alors voilà. Alors, donc je vois un certain nombre de questions à propos du GBP CHF, de l'USD CHF. Alors j'imagine que vous arrivez en fait. Aujourd'hui, il y a un mouvement très vaste qui concerne le franc. Vous avez toutes les explications sur la page d'accueil du site DailyFX. Je vous invite à en prendre connaissance.
Tout est inscrit sur notre site DailyFX ou encore dans notre forum. C'est suite à une décision de politique monétaire exceptionnelle de la Banque nationale suisse qui a impacté le franc de manière générale. Le franc a explosé à la hausse. Voilà. Donc tous les crosses sont concernés. Si vous avez été impacté sur votre compte de trading, je vous invite à lire ce message de demande d'audit que je viens de reposter dans le chat avec le formulaire à remplir pour que votre réclamation soit traitée dans les plus brefs délais. Alors, en ce qui concerne les questions concernant nos spreads de négociation, je vous invite là aussi à vous mettre en relation avec notre service client. Pour télécharger les dispositions graphiques de l'équipe DailyFX, vous vous rendez dans notre section dispositions graphiques de notre forum. Et en ce qui concerne actuellement les marchés actions, il est vrai que les marchés actions européens surperforment les marchés actions US cette semaine. C'est un arbitrage de marché. Après, il y a aussi un consensus qui s'est installé pour dire que finalement, rappelez-vous, l'année dernière, le marché actions US, il a pris 10%, l'Europe 0%. Bon, bah, c'est un arbitrage. Peut-être que les investisseurs jugent le marché actions US déjà bien valorisé et que sur le court terme, on se réexpose davantage aux actions européennes comme un processus de rattrapage. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est de l'arbitrage géographique. Voilà, je vous remercie donc d'avoir participé à ce point de marché. Il est désormais terminé. Vous retrouverez donc tout à l'heure à 18 h notre analyste Adriane pour justement un webinaire dédié aux divergences de RSI. Donc ça c'est important puisque on voit que c'est souvent à l'origine d'un certain nombre de stratégies de trading. J'espère que cette nouvelle formule visuelle vous a plu, c'est désormais celle que vous allez retrouver chaque jour. Et donc je termine par cet avertissement légal. Plus que jamais, c'est une journée où il faut le rappeler, négocier sur les marchés financiers comporte un risque extrêmement élevé. Il faut donc gérer ce risque. Merci à toutes et à tous.